Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous vous souhaitons à toutes et à tous la bienvenue à bord de ce train littéraire. Vous le savez, le train littéraire est un espace de rencontre autour d'un ouvrage qui permettra justement de recevoir un écrivain avec lequel nous allons échanger autour d'une œuvre littéraire. Ça peut porter sur un roman, une pièce de théâtre, un essai, une nouvelle, et aussi justement un recueil de contes, puisque c'est d'un conte dont on va parler cet après-midi avec notre invité, M. Ibrahima Touré, que je vous demande d'ovationner, mesdames et messieurs. M. Touré, bonsoir. Bonsoir. Nous vous souhaitons la bienvenue à bord de ce train. Merci beaucoup, M. Traoré. Je tiens d'abord à vous remercier pour l'intérêt que vous portez à mon ouvrage. Je salue aussi M. Konaré pour l'initiative du train littéraire, l'une des rares tribunes pour les écrivains dans notre pays, l'une des rares tribunes d'expression. C'est vraiment une très bonne chose. Merci. En tout cas, merci. C'est un nom de vous remercier. Malgré vos multiples occupations, vous avez tenu à nous accompagner, à venir partager avec ce beau public sorti cet après-midi pour aussi venir découvrir un peu de quoi il est question dans ce bel ouvrage intitulé « Aventures et mésaventures ». D'ores et déjà, il est quand même bon, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, de savoir, d'aller à la rencontre de notre auteur d'aujourd'hui, qui est Ibrahima Touré. Je rappelle que M. Ibrahima Touré est originaire de Ségou et il est titulaire d'un diplôme supérieur de journalisme et obtenu au Centre d'études des sciences et techniques de l'information CESTI de l'Université Cheikh Anta Diop. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est la prestigieuse école de formation de journalistes en Afrique de l'Ouest. Donc c'est là où il a été justement titulaire d'un diplôme supérieur. Et à sa sortie de ce centre, justement, il a occupé beaucoup de fonctions. Notamment, il fut chargé de mission au ministère en charge de l'environnement. Et également, il a été aussi directeur des études de l'École supérieure de journalisme, n'est-ce pas, et des communications. M. Touré fut également rédacteur en chef du quotidien national L'Essor. Et tout ce temps, avant d'être au quotidien, il a aussi valu, en tout cas, ses valeurs du côté de l'agence de presse du Mali, où il fut directeur. Il a été également, n'est-ce pas, directeur de l'agence malienne de presse et de publicité. Et c'est cette fonction que M. Touré occupe à l'heure où nous vous parlons. Encore une fois de plus, mesdames et messieurs, sous vos ovations, M. Touré, Ibrahim. Évidemment, M. Touré n'est plus à présenter pour le monde, en tout cas de la presse écrite, mais aussi audiovisuelle. C'est quelqu'un qui a beaucoup écrit, c'est quelqu'un qui s'est consacré justement au métier qui est le journalisme. Et parlant justement de ses écrits, il a remporté beaucoup de prix. Notamment, on peut citer ici en 2016 le prix, n'est-ce pas, le prix Massa Makan Diabaté, en tout cas de la rentrée littéraire, c'était au compte de l'année 2016. Il a également obtenu le prix plus jeune romancier lors de la rentrée littéraire pour son roman La limite des grands maîtres. En 2015, il a été également lauréat du concours RFI Reporters sans frontières et spécialité presse écrite. Et en 1998, M. Touré a été également lauréat du meilleur article organisé par l'agence de presse française. Voici donc entre autres quelques prix que M. Touré a remportés. Il a écrit beaucoup de romans, notamment 3 romans. Nous le connaissons comme étant justement un romancier. Et le premier roman qui nous a sorti, ça s'intitule La limite des grands maîtres. Ce roman a été justement suivi de la désillusion, les désillusions justement de Bouba, comme je le disais tantôt, avec lequel il a remporté le prix Massa Makan Diabaté de la rentrée littéraire 2016. Il a également écrit en 2019 le dernier roman, La guerre des influences, que je vous demande justement de lire. Et le dernier ouvrage qui nous a vraiment sorti, c'est un recueil de poèmes intitulé Aventures et mésaventures. Monsieur Touré, nous vous savons en tout cas un grand romancier. Pour preuve, vous avez une très belle plume. Tous ces romans, disons, ont eu à remporter un prix. Aujourd'hui, on vous voit tourner un peu du côté du conte. Et qu'est-ce qui vous a poussé à l'écriture d'un recueil de contes, monsieur Touré? Merci beaucoup, monsieur Traoré. Donc, j'ai quitté le costume du romancier pour un temps, pour endosser le grand boubou du conteur. Ce n'est pas dû c'est dû au fait que j'ai constaté que les contes dans notre pays ça constitue un patrimoine
n'est pas très bien valorisé. Pour moi, les contes doivent être vraiment beaucoup plus valorisés dans notre pays pour que nous puissions vraiment faire en sorte que nos enfants apprennent les valeurs qui fondent la vie en communauté. C'est pourquoi j'ai jugé bon de faire un recueil de quelques contes que j'écoute depuis ma prime enfance. Je vous l'ai dit, je suis un enfant du village. J'ai appris à écouter les contes comme tout le monde. J'ai eu la chance d'avoir une grand-mère et un grand-père qui nous racontaient des histoires drôles, souvent fantastiques, qui animaient, qui participaient vraiment à l'élargissement de notre imaginaire. Et aussi, je suis un grand auditeur. J'ai des amis ici qui me le reprochent d'ailleurs. Un grand auditeur des contes jusqu'ici. Je suis l'un des rares hauts cadres peut-être qui écoute les contes dans son bureau jusqu'ici. Aujourd'hui, je le fais. Parce que j'ai appris à vraiment aimer les contes. Je vous raconte une anecdote. Quand j'étais au village, j'avais un ami. Les soirs, on dérobait la radio du vieux et on montait sur le toit de la maison. On écoutait à deux les contes de Djeli Baba. Djeli Baba, pour les jeunes, c'est un grand conteur qui a... Djeli Baba Sissoko, okay. qui a officié sur la radio au Mali pendant des dizaines d'années. Les jeunes peut-être ne le connaissent pas, mais c'est vraiment un trésor. Et chercher à découvrir ce monsieur, ces contes permettent à la jeunesse de vraiment apprendre beaucoup de choses. Et ce qui m'a amené vraiment à faire ces livres-là, c'est vraiment une volonté de mieux valoriser les contes et de faire en sorte que les contes soient sur un support qui est beaucoup plus accessible à la jeunesse. Parce que si on dit aux jeunes d'écouter la radio pour écouter les contes, ce n'est vraiment pas leur affaire. Et même le livre aujourd'hui n'est pas suffisamment accessible, mais c'est mieux que les contes sur la radio. En faisant ce livre-là, je lance un défi aux réalisateurs, aux spécialistes de la production numérique, pour peut-être transformer ce livre-là en bande dessinée, pour que ça soit davantage accessible à la jeunesse. Voilà un peu ce qui m'a animé en faisant ce recueil de contes. Très bien. Alors, je rappelle que c'est un ouvrage très facile à lire, hein, mais je vous avoue qu'il faut le lire. Il faut le lire parce qu'il y a des très belles histoires qui sont vraiment racontées dedans. Et il y a en tout cas 3 contes que j'ai pu découvrir et aussi 4 épopées. Alors, vous aussi, vous nous ressortez là, hein, en tout cas, des choses dont la jeunesse a tendance à oublier aujourd'hui. Alors qu'on parle de contes, qu'on parle d'épopées, nous sommes en tout cas dans un monde mondialisé, globalisé. Est-ce que vous pensez que réellement le conte a encore un rôle à jouer dans la société? Oui, bien sûr, c'est ça le problème. Aujourd'hui, nous sommes un pays qui est trop ouvert aux influences extérieures. On a même tendance à oublier qui nous sommes. Alors que la construction, ça commence par le soubassement. Nous devons valoriser nos us et coutumes. C'est avec ça que nous pouvons progresser. Regardez les Asiatiques, ils ont été colonisés au même titre que nous. Mais eux, ils sont restés fidèles à leurs us et coutumes. Un haut cadre japonais, il peut être un PDG peut-être de Toyota, mais il va pratiquer les us et coutumes japonais. C'est ça. Et nous, on a tout abandonné. On a abandonné nos mœurs, nos religions, nos croyances, tout. On a tout abandonné pour les influences extérieures. Et on veut progresser. Moi, je crois que dans les contes, dans les récits comme ça, les épopées, il y a beaucoup de sagesse, beaucoup d'enseignements qui permettent vraiment aux jeunes de mieux se comporter dans la société, parce que c'est ça, la vie communautaire, il faut... je salue aussi M. Konaré pour l'initiative du train littéraire, l'une des rares tribunes pour les écrivains dans notre pays, l'une des rares tribunes d'expression. C'est vraiment une très bonne chose.
Merci. Je rappelle que M. Birima Touré est originaire de Ségou et il est titulaire d'un diplôme supérieur de journalisme et obtenu au Centre d'études des sciences et techniques de l'information CESTI de l'Université Cheikh Anta Diop. Pour ceux-là qui ne le savent pas, c'est la prestigieuse école de formation de journalistes en Afrique de l'Ouest. Donc c'est là où il a été justement titulaire d'un diplôme supérieur. Et à sa sortie de ce centre, justement, il a occupé beaucoup de fonctions, notamment il fut chargé de mission au ministère en charge de l'environnement et également il a été aussi directeur des études de l'école supérieure de journalisme, n'est-ce pas, et des communications. M. Touré fut également rédacteur en chef du quotidien national L'Essor et tout ce temps, avant d'être au quotidien, il a aussi valu en tout cas ses valeurs du côté de l'agence de presse du Mali où il fut directeur. Il a été également, n'est-ce pas, directeur de l'agence malienne de presse et de publicité et c'est cette fonction que M. Touré occupe à l'heure où nous vous parlons. Encore une fois de plus, mesdames et messieurs, sous vos ovations, M. Touré Ibrahim. Évidemment, M. Touré n'est plus à présenter pour le monde, en tout cas de la presse écrite, mais aussi audiovisuelle. C'est quelqu'un qui a beaucoup écrit, c'est quelqu'un qui s'est consacré justement au métier qui est le journalisme. Et parlant justement de ses écrits, il a remporté beaucoup de prix, notamment on peut citer ici en 2016 le prix, n'est-ce pas, le prix Massamba Kandiabaté, en tout cas de la rentrée littéraire, c'était au compte de l'année 2016. Il a également obtenu le prix du plus jeune romancier lors de la rentrée littéraire pour son roman La limite des grands maîtres. En 2015, il a été également lauréat du concours RFI Reporters sans frontières et spécialité presse écrite. Et en 1998, M. Touré a été également lauréat du meilleur article organisé par l'agence de presse française. Voici donc entre autres quelques prix que M. Touré a remportés. Il a écrit beaucoup de romans, notamment 3 romans. Nous le connaissons comme étant justement un romancier. Et le premier roman qui nous a sorti, ça s'intitule La limite des grands maîtres. Ce roman a été justement suivi de les désillusions justement de Bouba, comme je le disais tantôt, avec lequel il a remporté le prix Massamba Kandiabaté de la rentrée littéraire 2016. Il a également écrit en 2019 le dernier roman, La guerre des influences, que je vous demande justement de lire. Et le dernier ouvrage qui nous a vraiment sorti, c'est un recueil de poèmes intitulé Aventures et mésaventures. Monsieur Touré, nous vous savons en tout cas un grand romancier. Pour preuve, vous avez une très belle plume. Tous ces romans, disons, ont eu à remporter un prix. Aujourd'hui, on vous voit tourner un peu du côté du conte. Et qu'est-ce qui vous a poussé à l'écriture d'un recueil de contes, monsieur Touré? Merci beaucoup, monsieur Traoré. Donc, j'ai quitté le costume du romancier pour un temps, pour endosser le grand boubou du conteur. Ce n'est pas dû c'est dû au fait que j'ai constaté que les contes dans notre pays ça constitue un patrimoine qui n'est pas très bien valorisé. Pour moi, les contes doivent être vraiment beaucoup plus valorisés dans notre pays pour que nous puissions vraiment faire en sorte que nos enfants apprennent les valeurs qui fondent la vie en communauté. C'est pourquoi j'ai jugé bon de faire un recueil de quelques contes que j'écoute depuis ma prime enfance. Je vous l'ai dit, je suis un enfant du village. J'ai appris à écouter les contes comme tout le monde. J'ai eu la chance d'avoir une grand-mère et un grand-père qui nous racontaient des histoires drôles, souvent fantastiques, qui animaient, qui participaient vraiment à l'élargissement de notre imaginaire. Et aussi, je suis un grand auditeur. J'ai des amis ici qui me le reprochent d'ailleurs. Un grand auditeur des contes jusqu'ici. Je suis l'un des rares faux cadres peut-être qui écoute les contes dans son bureau jusqu'ici. Aujourd'hui, je le fais parce que j'ai appris à vraiment aimer les contes. Je vous raconte une anecdote. Quand j'étais au village, j'avais un ami. Les soirs, on dérobait la radio du vieux et on montait sur le toit de la maison. On écoutait à deux les contes de Djeli Baba. Djeli Baba, pour les jeunes, c'est un grand conteur qui a... Djeli Baba Sissoko. Djeli Baba Sissoko. Okay.
qui a officié sur la radio au Mali pendant des dizaines d'années. Les jeunes peut-être ne le connaissent pas, mais c'est vraiment un trésor. Et chercher à découvrir ce monsieur, ses contes permettent à la jeunesse de vraiment apprendre beaucoup de choses. Et ce qui m'a amené vraiment à faire ces livres-là, c'est vraiment une volonté de mieux valoriser les contes et de faire en sorte que les contes soient sur un support qui est beaucoup plus accessible à la jeunesse. Parce que si on dit aux jeunes d'écouter la radio pour écouter les contes, ce n'est vraiment pas leur affaire. Et même le livre aujourd'hui n'est pas suffisamment accessible, mais c'est mieux que les contes sur la radio. En faisant ce livre-là, je lance un défi aux réalisateurs, aux spécialistes de la production numérique, pour peut-être transformer ce livre-là en bande dessinée, pour que ça soit davantage accessible à la jeunesse. Voilà un peu ce qui m'a animé en faisant ce recueil de contes. Très bien. Alors, je rappelle que c'est un ouvrage très facile à lire, hein, mais je vous avoue qu'il faut le lire. Il faut le lire parce qu'il y a des très belles histoires qui sont vraiment racontées dedans. Et il y a en tout cas 3 contes que j'ai pu découvrir et aussi 4 épopées. Alors, vous aussi, vous nous ressortez là, hein, en tout cas, des choses dont la jeunesse a tendance à oublier aujourd'hui. Alors qu'on parle de contes, qu'on parle d'épopées, nous sommes en tout cas dans un monde mondialisé, globalisé. Est-ce que vous pensez que réellement le conte a encore un rôle à jouer dans la société? Oui, bien sûr, c'est ça le problème. Aujourd'hui, nous sommes un pays qui est trop ouvert aux influences extérieures. On a même tendance à oublier qui nous sommes. Alors que la construction, ça commence par le soubassement. Nous devons valoriser nos us et coutumes. C'est avec ça que nous pouvons progresser. Regardez les Asiatiques, ils ont été colonisés au même titre que nous. Mais eux, ils sont restés fidèles à leurs us et coutumes. Un haut cadre japonais, il peut être un PDG peut-être de Toyota, mais il va pratiquer les us et coutumes japonais. C'est ça. Et nous, on a tout abandonné. On a abandonné nos mœurs, nos religions, nos croyances, tout. On a tout abandonné pour les influences extérieures. Et on veut progresser. Moi, je crois que dans les contes, dans les récits comme ça, les épopées, il y a beaucoup de sagesse, beaucoup d'enseignements qui permettent vraiment aux jeunes de mieux se comporter dans la société, parce que c'est ça, la vie communautaire. Il faut que les individus apprennent comment se comporter pour que la société se porte bien. Voilà, je le disais, hein, il y a en tout cas des très belles histoires qui sont racontées. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt l'avant-propos. Et dans cet avant-propos, vous dites ceci, je le cite, hein, nos contes, nos légendes et nos épopées regorgent des valeurs morales, de leçons de vie et d'exemples instructifs. Ces récits nourrissent dans un passé très lointain, pas très lointain, j'allais dire, l'imaginaire des enfants et contribuer à leur inculquer les principes sacrés de la vie en communauté. Voilà. Est-ce que réellement c'est toujours le cas? Vous pensez que... Alors, les enfants d'aujourd'hui, nous savons très bien, vous l'avez dit, hein, rares sont ceux-là encore qui ont encore le temps d'aller s'asseoir autour du feu ou encore aller à la rencontre des vieilles personnes afin de les écouter. Et voilà. Est-ce que vous pensez que ces principes-là sont datent encore d'aujourd'hui? Oui, c'est ce que je disais. On n'est plus à l'heure où les enfants vont s'asseoir autour d'une grand-mère ou d'un grand-père pour écouter des contes. C'est ce qui m'a amené d'ailleurs à faire ce livre-là pour que les récits-là soient à la portée des enfants, qu'ils puissent les lire. Ceux qui ne sont pas très, très portés sur la lecture, si d'aventure on arrivait à transformer ce livre-là en bande dessinée, animé en production numérique, aujourd'hui ça ne coûte pas très cher. Ça peut permettre de mettre ces récits-là à la portée des enfants aujourd'hui, parce que nos enfants sont scotchés en longueur de journée devant la télévision. Et quelle télévision? Et quel programme ils regardent? Ça n'a rien à voir avec nos mœurs. Ce sont des choses venues d'ailleurs.
que nos enfants suivent en longueur de journée, et nous voulons qu'ils soient nous. Ils ne deviendront jamais nous. Ils seront ceux qui sont en train de regarder, parce qu'ils sont en construction, leurs cerveaux sont en construction, et ce qu'ils regardent, c'est ça qu'ils vont faire. Voilà, c'est pour éviter ça. Ce livre peut participer, comme je l'ai dit, je lance un défi aux producteurs, aux réalisateurs. C'est lui qui veut vraiment transformer ce livre-là en film. Je suis prêt à abandonner les droits d'auteur pour que cela se réalise. Voilà. Là, c'est une très bonne chose et ça s'applaudit, hein, mesdames et messieurs. Voilà. Voilà. Disons, il y a beaucoup d'aspects. Hein. Au-delà même du conte, comme les contes savent nous le dire, c'est en tout cas des comportements qui nous sont enseignés à travers chacun de vos contes, chacun des contes que nous lisons. Et la patience y est traitée, la parole donnée, la probité, la fidélité, mais aussi la vanité, la jalousie, la traîtrise, et j'en oublie volontiers. Aujourd'hui, moi j'aimerais bien savoir, monsieur Touré, est-ce que dans ce recueil de poèmes, Aventures et mésaventures, vous pourriez nous parler justement d'un texte dans ce texte, dans ce recueil, avec lequel vous avez un lien particulier? Est-ce qu'il y a un texte qui vous a le plus plu dans ce recueil de poèmes, dans ce recueil de contes, pardon? Oui, vous me créez un problème. Le texte qui me plaît le plus ici, c'est vraiment l'histoire de la dame qui a fait preuve d'une patience extraordinaire. Figurez-vous, elle est assise avec son mari. Et brusquement, le monsieur lui sort la tête de son propre père. Et elle lui exhibe ça. Elle n'a pas crié, elle n'a pas essayé de se jeter sur le monsieur. Justement, elle a gardé un calme olympien, c'est extraordinaire. J'allais vous poser la question, aujourd'hui, est-ce qu'on peut vraiment qualifier, comment on peut qualifier cette brave dame? Vous imaginez, on vous sort la tête de votre papa, hein, et vous ne réagissez pas, vous faites mine de rien. Comment alors qualifiez-vous ce comportement de cette brave dame que vous qualifiez ainsi? Oui, c'est la leçon de la patience qu'on veut donner ici. Les récits, on dramatise les situations pour que ça pénètre davantage les esprits. Ici, la dame, son exemple est extraordinaire, comme je l'ai dit. Sortir la tête de ton papa et que tu restes dans un calme olympien, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais c'est ça qu'il fallait pour qu'elle réussisse ce qu'elle avait à faire. Elle a gardé son calme et elle a préparé patiemment sa revanche. Le jour où le monsieur a sorti la tête de son papa, si elle avait rué dans les brancards, vouloir se jeter sur lui, or c'était un roi sanguinaire. Le roi aurait pu la tuer. Et c'était ça le dessin même du roi en question. Oui, voilà. Patiemment, elle a préparé son coup. Et jusqu'au jour où elle s'est sentie plus forte, et elle a sorti son jeu. Et elle a pu vaincre le mari indigne, on peut l'appeler comme ça, celui qui peut tuer le papa de ton épouse. C'est vraiment un mari indigne. Donc, elle a pu prendre sa revanche grâce à la patience. C'est la patience qu'on veut vraiment enseigner aux gens avec ce texte-là. Oui, parlant toujours de la femme, vous dites ici à la page 48, c'est Founé Camara qui l'a dit, qui se lança donc dans une tirade sur des capacités prodiguées à la femme par la création. Et il dit ceci: si une femme se bat comme un homme, même un garçonnet peut la vaincre. Mais si elle utilise les armes propres à une femme, elle peut mettre en déroute 1000 cavaliers. Oui, ça aussi c'est une leçon pour les jeunes filles, les femmes. On dit qu'il y a l'égalité homme et femme. Il y a l'égalité, c'est vrai, mais un homme a sa spécificité, la femme aussi. La femme ne peut pas jouer sur le même terrain que les hommes, sinon elle ne va jamais progresser. Elle doit utiliser ses propres armes. Les femmes ont des pouvoirs à elles qu'elles doivent utiliser pour arriver à leur fin. Voilà, c'est la leçon qu'on veut inculquer aux lecteurs ici.
Oui, j'ai aussi lu en tout cas un passage où vous parlez justement tout au long de ces différents récits que vous narrez là, il y a en tout cas le rôle du griot qui apparaît chaque fois. Est-ce que pensez-vous aujourd'hui que le griot a encore ce rôle à jouer au sein de la société? Oui, malheureusement, nous sommes en train de perdre cette valeur-là qui n'est pas suffisamment mise à profit. Et vous l'avez remarqué fort bien, les griots interviennent dans presque tous les textes. C'est dire le rôle que ces gens jouaient, ce groupe social jouait dans notre société. Aujourd'hui, la pratique est en train d'être dévoyée parce que, à cause de l'argent, les griots, la plupart du temps, ils ne jouent plus leur rôle, ils sont en train de courir après l'argent. Alors que ce n'était pas leur travail. Leur travail, c'était de travailler pour faire en sorte que la société se porte bien. C'est ça leur travail. Et si vous l'avez remarqué, le travail de tous les griots ici, c'est ça, c'est pour vraiment que les gens, qu'il y ait de l'entente dans la société. Alors, moi j'ai constaté que cet ouvrage, en tout cas, se démarque beaucoup des autres ouvrages, en tout cas, qui parlent de contes. Pour preuve, on a l'impression, quand on lit le recueil, que nous sommes en face d'un recueil, d'une œuvre didactique. Voilà, parce que le plus souvent, à l'issue de chaque récit, voilà, vous nous proposez toute une série de compréhensions, en tout cas des choses qui nous permettent de comprendre facilement le texte-là. Alors, quel est le dessin, qu'est-ce que vous voulez réellement dire par là? Est-ce que vous souhaiteriez que ce livre-là, en tout cas, soit inscrit dans le programme scolaire malien un jour, ou pourquoi avez-vous choisi d'étudier les textes, compréhension, vocabulaire, grammaire? Pourquoi? Merci beaucoup. Ce serait très bien si on arrivait à faire inscrire ce livre-là dans les programmes scolaires. Ça, c'est l'un de nos problèmes aussi. Peut-être on va dire que les auteurs maliens ne sont pas suffisamment à la hauteur, c'est ce que les littéraires disent. Mais en ne valorisant pas nos auteurs, personne d'autre ne les valorisera. C'est pourquoi nous sommes réduits à étudier les autres. Nous connaissons plus les auteurs français que les auteurs maliens, parce qu'ils sont inscrits dans nos programmes scolaires. Maintenant, pour les questions de compréhension, l'idée c'était vraiment de faire un manuel scolaire. C'était l'idée première de faire un manuel scolaire. C'est pourquoi on a mis des questions de compréhension à la fin de chaque texte et aussi des leçons de grammaire, des leçons de vocabulaire aussi, pour permettre aux enfants d'élargir leur connaissance en matière de vocabulaire et en grammaire. Alors, parlant de cette très belle histoire qui porte sur la méchanceté, vous parlez d'un jeune, sinon un jumeau, Séni, qui venait de perdre sa maman et juste quelques jours, il perd son frère jumeau, ensuite il perd son papa et après il va être adopté par sa tante. Alors, j'ai lu à la page 75 ce proverbe, si je peux le dire ainsi: nul poussin ne sera emporté par l'épervier si son destin est de devenir un coq, lui avait répondu cet ami. Parce que le jeune garçon avait été en tout cas confié à sa grand-mère qui par la suite aussi en tout cas va connaître des problèmes et finalement elle va mourir. Alors, quelle est la symbolique de ce proverbe-là, M. Touré? Oui, c'est pour signifier la force du destin. Nous avons beaucoup de sagesse, beaucoup de dictons qui magnifient la force du destin. Le destin, c'est une réalité. C'est pourquoi vous êtes destiné. Vous pouvez suivre les chemins tortueux, mais vous allez toujours aboutir à ça. C'est pour le dire, parce que l'épervier, je ne sais pas si les enfants de Bamako connaissent ça, l'épervier, c'est l'oiseau qui venait dérober les poussins dans les villages. Ceux qui ont fait les villages, ils savent de quoi je parle. Quand la poule est avec ses poussins dans la cour, l'épervier, il vient, en rase morte, il attrape un poussin et il s'en va. Donc les poussins qui sont arrivés, qui sont destinés à grandir, à devenir des coqs, des poules pour perpétuer la race,
l'épervier ne pourra jamais les emporter. Donc c'est ça leur destin. Et ceux qui vont être emportés, leur destin c'est d'être mangés dès le jeune âge. Voilà. Comme je l'ai dit, c'est vraiment pour magnifier la force du destin. Donc vous y croyez au destin? Oui, bien sûr, le destin. C'est pourquoi vous êtes votre destinée. Vous allez réaliser ça. Personne, nulle chose ne pourra se mettre au travers de votre route. Et rien d'autre. Mais alors, en vous parlant, en vous écoutant dire ceci, les jeunes sont là, hein, quand vous dites ce à quoi vous êtes destiné, vous n'échapperez pas. Est-ce que cela veut dire aussi que les jeunes doivent aller s'asseoir, croiser les bras pour ne rien faire, pour attendre le destin? Non, loin de là. Il y a une vérité, il y a une autre vérité. Le destin, c'est vrai, mais le destin ne viendra pas vous réveiller dans votre lit pour vous dire, bon voilà, vous allez devenir ministre ou directeur général. Non. Moi, je crois au destin parce que là où je suis, bon, on peut dire que c'est le destin, mais il y a le travail. Le travail, ça, c'est une valeur cardinale de toutes les sociétés. Et si vous ne travaillez pas, vous n'aurez rien du tout. Ça veut dire que votre destin est de devenir un vaurien. Voilà, c'est ça celui qui ne travaille pas, ça veut dire que son destin, c'est de devenir le dernier de la société. Voilà. Même si vous êtes chanceux, travaillez. Voilà. Vraiment, il faut encourager les enfants. Les grands messieurs que vous voyez aujourd'hui dans des grosses voitures, ils n'ont pas commencé comme ça. Ils ont commencé à vélo, à moto ou même à pied. Ils ont travaillé petit à petit pour monter. Je vous dis, moi, quand je suis arrivé ici en 88, pour entrer à l'ENSUP, j'ai logé à la zone industrielle, pour ceux qui connaissent un peu Bamako, c'est à côté de la Somapile. Je partais pour l'ENSUP. Vous voyez l'ENSUP au bord du fleuve, là. Okay. Voilà. Et là, vous marchez pour aller je faisais ce trajet à pied. Pas tous les jours, mais je le faisais souvent à pied. Voilà. C'est pour vous dire les chemins parcourus jusqu'à ce que je sois aujourd'hui au niveau où je suis. Celui qui me verra aujourd'hui, bon, directeur général, il va penser que bon, il est né directeur général, ce n'est pas ça. Il a commencé à marcher avec des chaussures qui n'en valaient même pas la peine. Voilà, c'est ça le destin est là, mais il est accompagné par le travail, la persévérance. Voilà. En tout cas, c'est quand même important. Merci. Et une bonne dose de chance aussi. Voilà, merci de nous avoir édifiés par rapport à ça, parce qu'aujourd'hui, vous savez, hein, les jeunes sont là, quand je les vois souvent sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on voit? Voilà, il y a tel message qu'on dit, envoie ça à telle personne, à tel nombre de personnes, d'ici tel jour, vous allez avoir ça. Mais alors finalement, on se pose la question, est-ce que réellement, cette jeunesse-là, est-ce qu'on peut compter sur elle si elle devrait fonctionner comme ça? Non, parce qu'on a appris à nos enfants la facilité. Le Malien est installé aujourd'hui dans la facilité. Les gens pensent que bon, on peut gagner de l'argent à ne rien faire. Ça n'arrive jamais. Même si vous allez voler, vous allez imaginer des choses pour aller dérober les choses aux gens. Hein? Il faut travailler pour avoir quelque chose. Vous n'aurez jamais quelque chose si vous ne travaillez pas. Voilà. Donc on a installé les jeunes dans la facilité. C'est pourquoi aujourd'hui, tout le monde est pressé de gagner de l'argent au lieu d'apprendre d'abord un métier. Ce que moi je peux conseiller aux jeunes qui sont là, il faut d'abord chercher à maîtriser ce que vous voulez faire. Quel que soit le métier que vous voulez pratiquer, cherchez à le maîtriser. Si vous maîtrisez le métier que vous voulez faire, vous n'avez pas à courir après l'argent. C'est l'argent qui va vous courir après parce que les gens ont besoin de vous. Si vous êtes performant, je le dis à les étudiants qui sont avec lesquels j'ai travaillé, je leur répétais ça tous les jours. Si vous êtes performant, les gens vous chercheront. Et les honneurs et l'argent vous courront après. Mais si vous n'êtes pas bon, vous êtes médiocre. Vous allez courir après l'argent, vous n'allez jamais le rattraper. Ne parlons pas des honneurs.
Voilà. Donc, quel que soit le métier, je le répète, que vous voulez pratiquer, cherchez d'abord à le maîtriser. Ne soyez pas porté tout de suite sur l'argent. Celui qui veut tout de suite gagner de l'argent alors qu'il n'a rien maîtrisé, il faudra qu'il... vous allez peut-être cirer les pompes à un patron qui va vous jeter quelques miettes. Voilà donc bien dit. Nous continuons toujours avec M. Touré à bord de ce train autour de son ouvrage Aventure et Mésaventures. Touré, vous l'avez dit, au niveau de la 4e de couverture, c'est la question même que j'allais vous poser tout à l'heure. Les aventures et les mésaventures des personnages sont autant d'exemples qui inculquent les principes indispensables à l'harmonie de la vie en communauté. Alors, vous vous adressez à des jeunes aujourd'hui. Quels sont, selon vous, ces principes indispensables à l'harmonie de la vie en société, en communauté? Oui, je suis vraiment incapable de tout citer ici, mais les quelques... On a dit la bravoure, il faut être brave, il faut éviter la méchanceté, il faut être fidèle à sa parole, il faut avoir la parole donnée. Ce sont les quelques valeurs que l'on cite ici. Tout le monde les connaît à peu près. Les bonnes manières, pour tout résumer, si vous voulez être considéré dans la société, dans votre voisinage et par tout le monde, vous devez être en conformité avec les principes de la société. Voilà. Si vous voulez que les gens vous respectent, il faut être quelqu'un de respectable. Si vous n'êtes pas respectable, personne ne vous respectera. Voilà. Très bien. Alors, tout à l'heure, vous l'aviez dit, il y a en tout cas beaucoup de leçons de morale qui se dégagent à la lecture de ces différents récits que vous nous faites ici. Moi, je voudrais savoir, parce que vous savez, on a constaté qu'on parle d'aventure ou qu'on parle de mésaventures. Le plus souvent, les aventures se terminent bien. Le plus souvent, et les mésaventures terminent mal, et nous nous rendons compte que toujours, en tout cas, le coupable est châtié, il est puni. Par exemple, quand quelqu'un qui fait le bien, en tout cas, il finit bien. Alors, est-ce qu'il n'est vraiment pas temps, aujourd'hui, que nous nous ressaisissions, qu'on se dise que tout ce que nous ferons, nous allons répondre de nos actes tôt ou tard? Oui, bien sûr, on a dit, les aventures se terminent bien. Celui qui fait une aventure, il est récompensé à la fin. Et c'est lui qui se rend coupable de méchanceté, d'infidélité, de non-respect de la parole donnée. Il est châtié. C'est pour encourager les gens à faire du bien. Voilà, c'est juste ça. Quoi que vous fassiez, vous allez récolter le résultat de vos actes que vous aurez posés. Justement, vous avez... Justement, dans les contes, on parle toujours de cette histoire de djinn, M. Touré. L'histoire de Séni, je pense que c'est une belle illustration. Quand il va aller en Brousse, parce qu'il va avoir des problèmes avec sa tante, son tonton aussi, et parce qu'il va être finalement berger, n'est-ce pas? Et quand il devient berger, à la suite de cela, il va donc rencontrer, en tout cas, un vieux et sa fille, qui étaient des djinns, Oursou et Oursatou, si je ne m'abuse. C'est bien de cela qu'il s'agit, Oursou et Oursatou. Alors, finalement, le djinn, là, va lui, en tout cas, donner un truc qui, lorsque quelqu'un le regarde avec un mauvais œil, l'intéressé est tout de suite là transformé en chiot. Chien, chiot. Voilà. Surtout, c'est ce qui est arrivé justement à sa tante. Ces histoires, est-ce que vous y croyez réellement? Non, bon, comme je l'ai dit, les contes, ça c'est des récits populaires qu'on raconte avec plus ou moins de doses de fantastique, de dramatique, pour marquer les esprits. C'est pour marquer les esprits des jeunes à qui on raconte les histoires. Ça sort de la logique cartésienne que nous connaissons. Ce sont des connaissances, ce sont des croyances bien de chez nous. Nous croyons à la présence des esprits invisibles. Aller au village, c'est vraiment... Nous, on a grandi avec ça à l'esprit, même si aujourd'hui, en ville, on a vraiment tendance à ne plus croire à ces choses-là. Mais ça, ce n'est pas l'important. L'important, c'est qu'on veut montrer... la tante s'est rendue coupable de méchanceté gratuite à l'égard d'un orphelin et elle a été châtiée par le sort. Voilà, c'est ça l'important. C'est ça la leçon qu'il faut retenir.
Ce serait donc la leçon qu'il faut retenir. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est ce qui nous amène justement à la seconde partie de cet espace de rencontre. Hein. Vous le savez, je l'ai dit, l'intérêt littéraire voilà, est un espace de rencontre qui est divisé en trois parties. La première partie, c'est justement une interaction entre l'auteur, l'écrivain et le présentateur que je suis. La seconde partie, c'est justement à vous, chers passagers, qu'on va donc donner la parole afin que vous puissiez justement faire des témoignages si vous en avez, mais aussi poser des questions éventuellement sur l'œuvre en question dont il est question cet après-midi, comme je l'ai dit, Aventure et mésaventures de monsieur Brahima Touré. Et la dernière partie, c'est justement un cocktail qui va être offert tout à l'heure. Ce serait en fin d'émission et c'est en bas. Voilà, donc si vous avez justement, en tout cas, des contributions à faire ou en tout cas des questions à poser à l'endroit de monsieur Touré, soyez tout simplement précis, mais surtout bref dans vos interventions, s'il vous plaît. Voilà. Un micro pour voilà, Aruna. Bon, les étudiants, là, pas de questions difficiles. Voilà. Ok, bonsoir. Koro, vous voulez que je sois bref? C'est un auteur sur qui j'ai fait un mémoire. Ok, je vais aller un peu vite. Bonsoir tout le monde. Je suis Modibo Ibrahima Kanfo, écrivain et professeur de français. J'ai connu les livres de Brahima Touré vers les années 2016-2017. D'abord les Désillusions de Bouba que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt. J'ai tout de suite commencé par organiser une conférence sur le livre. J'ai présenté les livres devant l'auteur et par la suite, j'ai jugé nécessaire de faire mon mémoire de maîtrise sur le livre. J'ai travaillé sur le thème de l'injustice. Et après ma soutenance également, j'ai fait beaucoup d'articles sur le roman. J'ai fait un article sur les identités, un article sur le réalisme, un article sur la sociocritique et un article sur la psychocritique. Et la psychocritique, c'est justement les erreurs ou encore les tics qui échappent à l'auteur. Et le livre que je viens d'avoir hier tout près, que j'ai commencé à lire, ce nouveau livre, confirme évidemment les tics dont j'avais soupçonné l'auteur. Son tic, c'est sang. Dans tous ses livres, il répète sang. Et il se sert de sang pour faire ses descriptions. Pour montrer que j'ai raison, je vais seulement prendre le premier conte. On va voir quelques phrases ensemble. Ce que l'homme fit sans se faire prier. Toute sa fortune fut engloutie dans les soins sans résultat. J'avais souligné quelques autres, 5 que je n'ai pas vu, je vais aller vite. Alors, le modérateur, grande félicitations au modérateur qui a plusieurs fois dit recueil de poèmes, recueil de poèmes, recueil de poèmes. Je sais parce qu'il enseigne beaucoup les recueils de poèmes dans ses classes de terminale lettres, je comprends. Alors, je veux dire que ce recueil n'est même pas en fait seulement un recueil de contes. C'est un recueil de contes parce qu'il y a beaucoup de contes. C'est un recueil d'épopées parce qu'il y a beaucoup d'épopées. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ces épopées qui sont écrites sous forme de contes. Des épopées qui sont commencées par autrefois, jadis. C'est aussi un recueil de proverbes. Parce que n'oubliez pas que chaque conte commence par un proverbe. Quand vous voyez par exemple la première histoire, la deuxième histoire, la troisième histoire, vous lisez, vous allez voir des proverbes devant. Juste pour dire que c'est un auteur très intéressant qui va droit dans l'hybridité. Et aujourd'hui, cette hybridité, c'est-à-dire ce mélange de genres, qu'on appelle le dialogue des genres, ce mélange de domaines, conte plus image, fait de lui un auteur très intéressant qui est en avance sur sa génération. Je vous remercie. Merci. Ok. Bonsoir tout le monde. Chaka Keita, étudiant à l'École supérieure des journalisme et des sciences de la communication. Merci à l'auteur pour la présence et surtout pour le livre. Le livre qui m'a beaucoup plu,
c'est La guerre des influences, que je n'arrête toujours pas de lire. Et dans ce présent livre, j'ai bien apprécié certains textes. J'ai également des inquiétudes, mais ne vous inquiétez pas. Il s'agit bien sûr de la manière traditionnelle par laquelle nous avons toujours essayé de présenter la femme dans notre société sans être trop féministe. J'ai essayé de me méfier surtout un peu à certaines façons de raconter certains textes, surtout quand on essaie de voir le cas d'Amazon, la fête ou la défaite d'un royaume qui relève peut-être de la malconduite ou des actions de la femme. Je me dis un peu, est-ce que réellement toutes les défaites de nos grands hommes ont été réellement liées aux femmes? L'auteur n'a pas parlé peut-être le cas de Samori Touré, qui peut-être beaucoup de personnes disent que c'est à cause de sa femme qu'il y a eu cette défaite, mais on ne dit pas réellement comment ces femmes deviennent méchantes. Dans l'autre histoire, quand la tête du papa de la femme a été coupée, je me suis dit peut-être on a l'espoir ici, même si la contradiction n'est pas très claire. Mais je me dis clairement, on dit nos histoires telles qu'elles sont? Les femmes sont-elles toujours à la base des GSEC de nos rois? Également, question concernant la profession. Je crois avoir lu un passage d'un de ces textes dans le journal L'Essor, si j'ai une bonne mémoire. Alors, un journaliste de surcroît de la presse écrite qui s'intéresse beaucoup à des œuvres littéraires, est-ce qu'il veut réellement nous dire que le journalisme a des limites, ne peut pas tout dire? Et il y a quel pont entre le journalisme et la littérature, où il y a encore quelle barrière entre les deux? Merci. Merci beaucoup. Oui, c'est vrai. Moi-même, j'ai fait la remarque en écoutant les contes, les épopées, beaucoup de récits. Dans beaucoup de récits, effectivement, on attribue la défaite des rois à la trahison d'une femme. On dit que c'est une femme qui a livré ses secrets, ainsi de suite. Bon, effectivement, les récits ne reflètent pas la réalité, surtout pour ce qui concerne les épopées. Quand on dit épopée, bon, les gens ils malaxent ça à leur guise. Et le récit prend la couleur de celui qui donne un peu plus d'argent au griot qui raconte. Si vous le remarquez dans la plupart de nos récits traditionnels, les peuls sont beaucoup plus mis en valeur. Ce n'est pas pour taquiner quelqu'un ici, mais c'est dû au fait que les peuls sont beaucoup plus généreux, ils donnent beaucoup plus d'argent. Donc, ils sont beaucoup plus mis en valeur. Et là, les récits sont effectivement... Il y a certains récits qui sont effectivement misogynes. J'ai fait la remarque. Mais pour ce qui concerne cette histoire-là, bon, je ne sais pas si ce qu'on raconte est vrai. Moi, je me suis contenté simplement de rapporter ce que j'ai entendu de plusieurs bouches. Voilà. La barrière entre le journalisme et l'écriture. Moi, je dirais que le journalisme, c'est un peu l'antichambre où l'écriture, c'est l'antichambre du journalisme. Parce que les journalistes sont là. À l'école de journalisme, on vous apprend à écrire. À écrire un texte, que ce soit en presse écrite ou en audiovisuel, il faut écrire un récit cohérent. C'est ce qu'on apprend aux gens. Donc, vraiment, si vous êtes journaliste et que vous voulez écrire un texte, vous avez vraiment le fondement pour ça. Voilà, mais ça ne fait pas de tous les journalistes des écrivains, effectivement. D'accord, je pense qu'on va aller un peu plus vite parce que nous sommes en tout cas pris par le temps. L'autre question, c'était de savoir quelle est l'idée principale de ce recueil de contes. J'y arrive cette fois-ci, mon cher ami, jeune frère, voilà, j'y arrive cette fois-ci. Quelle est l'idée principale de ce recueil de contes, mais aussi quel conseil
donner aux jeunes, surtout qui souhaitent écrire, hein, voilà, c'est de cela qu'il s'agissait, mais aussi les difficultés rencontrées dans l'écriture? Oui, il n'y a vraiment pas d'idée principale. Ce sont des récits indépendants les uns des autres. On ne peut pas les relier pour dire que voilà la charpente. Non, c'est plusieurs récits. Maintenant, pour ce qui concerne les conseils aux jeunes, moi je conseille aux gens de se lancer. Tant que vous ne pratiquez pas, vous n'allez pas savoir si vous êtes capable ou pas. Il y a beaucoup d'entre nous qui possédons des manuscrits, des projets de livres dans les tiroirs qu'on n'arrive pas à réaliser. Mais il faut se lancer. Moi, je vous dis, moi j'ai commencé à écrire dès le lycée. Quand j'ai commencé à lire les grands auteurs français, les auteurs africains, je dis, il faut que moi aussi je commence à écrire quelque chose. Donc, depuis le lycée, j'ai encore des cahiers de lycéens sur lesquels j'ai commencé, surtout le premier roman, là, je l'ai commencé depuis le lycée. Voilà, c'est quelque chose il faut s'exercer. Voilà, j'avoue que le journalisme aussi m'a beaucoup aidé, parce que quand on va à l'école de journalisme, on vous apprend effectivement à écrire, à rendre un texte cohérent, à animer les personnages, l'animation des personnages, la description, la mise en scène. Tout ça, on l'apprend à l'école. Vraiment, ça facilite les choses. Et j'ai vu que, chose extraordinaire, les conteurs, ils utilisent ces techniques-là, les techniques que nous utilisons pour rendre un texte captivant et vivant. Ces conteurs-là, ils utilisent ces techniques. L'animation des personnages, la description des lieux, ainsi de suite, la mise en scène. Surtout que certains contes aussi sont accompagnés de refrains qui aussi égayent le public. Oui. Vraiment, c'est pour rendre les récits vivants et captivants. Ils utilisent beaucoup de techniques, peut-être sans le savoir. Ouais. D'accord. L'autre question, c'était comment respecter justement la parole donnée. Voilà. Le respect de la parole donnée. Bon, on dit qu'aujourd'hui, les jeunes ne respectent pas. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Même nos grands-parents avaient peut-être ce problème-là. Ce n'est pas toujours facile de respecter ce qu'on a dit. Mais il faut quand même s'efforcer à respecter ses engagements. C'est ça qu'on demande. Le maximum, il faut faire le maximum pour respecter l'engagement qu'on a pris. C'est pourquoi les gens vous respecteront. Si les gens disent il faut... Comme on dit en bon bambara, vraiment, ça veut dire que vous êtes déconsidéré dans votre entourage. Ok, l'autre question, c'est comment inventer le conte, hein, en tout cas dans un monde des réseaux. Voilà, pour un peu paraphraser ces propos, c'est un peu ça. Aussi, l'autre question, c'était de savoir comment écrire étant journaliste, parce que le temps aussi, vous consacrez plus de temps. En tout cas, ce métier demande suffisamment de temps. Comment faites-vous, en tout cas, pour essayer de lier les deux, l'écriture et le journalisme? Oui, c'est vrai, c'est pas facile. Je vais commencer par ça. Nous, on est là au bureau. Mes amis sont là. On est au bureau du matin au soir, tous les jours. Et même les dimanches, on est au bureau. Donc vraiment, pour trouver un temps pour écrire quelque chose d'autre que ça, il faut vraiment se lever tôt. J'avoue que les textes ce recueil de contes-là, je l'ai écrit à une période où j'étais moins chargé qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne pourrais pas écrire un livre, ce n'est pas possible. La position que j'occupe aujourd'hui ne me permet pas de faire ce genre de travail. Je l'ai fait au moment où j'étais beaucoup plus libre qu'aujourd'hui. Maintenant, pour le conte, rendre intéressant le conte, c'est ce que j'ai dit. Il faut les mettre sur des supports qui sont accessibles aux jeunes aujourd'hui. Vous n'allez pas leur dire d'écouter des cassettes comme nous on le faisait. Même les livres, les gens ne les ouvrent pas. Maintenant, il faut les mettre sur des supports numériques que les gens regardent. Dernière question, hein, c'est quelles sont vos sources d'inspiration? Voilà. Comment vous puisez Comment faites-vous, en tout cas, pour vous inspirer, surtout dans l'écriture de ce recueil de contes? Bon, j'avoue que je ne saurais pas dire quelque chose de particulier qui m'inspire.
Moi, je suis un solitaire là, la plupart du temps. Je suis un personnage vraiment solitaire, même chez moi. La plupart du temps, je suis seul. Donc peut-être que c'est dû à ça. Je suis tout le temps plongé dans les livres. À force de lire les autres, on a des idées. Voilà, sinon, je n'ai vraiment pas quelque chose de particulier qui me... Question. Moi, je voudrais vous poser une dernière question, Monsieur Touré. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le conte a un rôle à jouer dans le développement de l'enfant, mais aussi dans la construction même de sa personnalité? Oui, bien sûr. C'est tout le sens de mon propos ici depuis que j'ai commencé. Il faut qu'on essaie de mettre en valeur ce genre de récits. C'est avec les récits qu'on montre aux enfants, si vous faites du bien, vous êtes récompensé. Si vous faites du mal, vous êtes châtié. C'est avec les récits qu'on peut mettre ça dans l'esprit des enfants. Puisque aujourd'hui, les contes sont sur je le répète, sur des supports qui ne sont pas accessibles à nos jeunes et à nos enfants. Il faut faire en sorte qu'ils soient mis sur des supports accessibles. On dit que nos enfants ne suivent pas ce que nous faisons, mais nous, on ne fait rien du tout pour qu'ils aient accès à des choses qui nous sont chères. On leur met à disposition des télévisions, des téléphones et tout ce qu'il y a comme bataclan numérique, et sur lesquels nous n'avons que la culture étrangère. En longueur de journée, ils sont abreuvés de culture étrangère. Rien du tout sur le Mali. Voilà, c'est ce que je veux contribuer à corriger. Très bien, donc ce serait en tout cas tout pour ce numéro 1 de votre émission Le Train littéraire. Je rappelle que nous étions avec M. Brahima Touré. Il est auteur de plusieurs romans, mais il a aussi à son actif aujourd'hui un recueil de contes, notamment Aventures et Mésaventures. M. Touré, quel est votre mot de la fin pour ce public, en tout cas sorti, si nombreux, venir vous soutenir, aussi les collègues qui sont là présents? Merci beaucoup. Je tiens à remercier vraiment les jeunes et les moins jeunes qui ont tenu à m'accompagner dans ce train. Je ne sais pas si j'ai été un bon conducteur de train. J'ai appris à écrire, mais je n'ai pas appris à conduire un train sur les rails. J'espère que j'ai réussi à maintenir la locomotive sur les rails. Merci beaucoup à tous. En tout cas, c'est à nous de vous remercier. J'avoue que ça a été aussi un plaisir pour nous de vous recevoir, comme je le disais au début de mes propos. Voilà. Malgré vos multiples occupations, vous avez tenu à nous accorder ce temps pour partager votre riche expérience, mais aussi venir partager avec les jeunes. Voilà, ils sont quand même très jeunes, qui sont sortis aujourd'hui pour en tout cas venir découvrir, parce que nous tenons à ce que nous retournions effectivement à nos sources. Et je pense que le conte, c'est vraiment l'une des valeurs et qui nous permettra justement d'aller vers de faciliter justement ce retour aux sources là justement. Et donc je rappelle que nous étions avec M. Brahima Touré. Je rappelle qu'il est auteur de Aventures et Mésaventures. C'est un recueil de contes. Nous vous disons, mesdames et messieurs, nous vous donnons rendez-vous justement pour un autre numéro de votre train littéraire. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu assiste ce beau pays. Merci.